Nouvelle conférence pour cet après-midi sur le plateau de la Sierra Télé. Nous allons changer d'univers. Après avoir parlé du beurre, nous allons parler du vin. Et pas n'importe quel vin, le Beaujolais. Conférence avec une question tout à fait intéressante. La place des vins du Beaujolais dans la restauration. On va y réfléchir et on va tenter d'apporter des réponses avec les intervenants de cette conférence. Jean Bourjade, délégué général d'Inter-Beaujolais, bonjour. Bonjour. Nous accueillons également un restaurateur, Pierre Fayard. Vous êtes le gérant du restaurant Les Vieilles Canailles à Lyon. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Et Anthony Collet, vous êtes le directeur marketing de l'Inter-Beaujolais. C'est exact, bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu vous aussi. On va commencer par vous, tiens. J'ai cet honneur. Mais oui, on va commencer par vous parce qu'on va peut-être parler des vins du Beaujolais. Parce qu'il n'y a pas qu'un vin dans le Beaujolais, il y en a plusieurs. Et je me dis que tout le monde ne connaît pas tous les vins du Beaujolais. Parce que le Beaujolais, c'est comme un terroir relativement complexe, assez long, avec une climatologie assez intéressante, donc qui offre une diversité de vins importante. Tout à fait. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que s'il y a un S au mot Beaujolais, c'est qu'il y en a plusieurs. Alors les gens, depuis de nombreuses années, pensent qu'il y a un seul style de vin dans le Beaujolais, ce qui est absolument faux. Déjà, nous avons 3 couleurs, des blancs, des rouges et des rosés. Nous avons 2 cépages, le chardonnay pour faire les blancs, le gamay pour faire les rouges et les rosés. Et nous avons une palette de sols absolument incroyable dans ce vignoble. Nous avons aussi bien des granites que des sols volcaniques très anciens qui ont plusieurs millions d'années et qui vont donner toutes ces caractéristiques différentes que l'on trouve dans nos vins. Et on va trouver aussi bien des vins qui sont sur le fruit, sur la légèreté, que des vins beaucoup plus complexes, beaucoup plus structurés dans des sols beaucoup plus granitiques. Jean Bourjade, ce terroir, il est vaste et c'est ce qui donne la richesse des vins parce que vous n'avez qu'un seul cépage, enfin, en tout cas dans les rouges, le gamay est le cépage majoritaire dans le Beaujolais. C'est assez bluffant de voir que l'on va déguster différents vins faits à partir du même cépage avec des expressions complètement différentes. Absolument. On peut dire que la région du Beaujolais est la seule région en France, en tout cas dans les appellations d'origine contrôlée, qui n'a uniquement que 2 cépages, c'est-à-dire le gamay. Donc tous les vins rouges du Beaujolais sont produits, élaborés à partir du gamay à 100%. Ce qui n'est pas le cas dans les autres vignobles français qui ont d'autres cépages, mais qui sont toujours dans des assemblages plus ou moins importants, souvent avec un cépage roi. Et puis, comme le disait Anthony, pour les Beaujolais blancs, qui est une couleur qu'on souhaite promouvoir, on va certainement en reparler tout à l'heure, qui est élaboré à partir de 100% du cépage chardonnay. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique. Et l'un des messages très importants qu'on souhaite faire passer, c'est que le gamay a beaucoup d'expressions très différentes. Le consommateur pense toujours un peu au Beaujolais nouveau comme étant voilà, ce vin un petit peu stéréotypé. Or, on produit des Beaujolais que dans notre jargon que nous appelons des Beaujolais de garde, donc qui sont présents toute l'année et qui ont des expressions très très différentes, alors du terroir, mais aussi sur les modes de vinification, sur les élevages avec ou sans bois. Enfin, le gamay est un cépage qui est vraiment multifacette. Combien de vins proposez-vous? Combien d'appellations différentes y a-t-il dans le Beaujolais? Alors, Moi, je ne pourrais pas toutes les citer, peut-être, mais il y a le 12 Morgon, appellations. le Fleury. Donc, on parle. Alors, il y a les Beaujolais, il y a les Beaujolais villages, et puis ensuite, nous avons 10 crus. Alors, dans ces 10 crus, on a le Brouilly, on a le Chénat, on a le Chirouble, le Côte de Brouilly, le Fleury, Juliénas, Moulin à Vent, Morgon, le Régnier et le Saint-Amour, alors dont on entend souvent parler pour notamment la Saint-Valentin. Oui, pour la Saint-Valentin. Puis je sais que beaucoup d'Asiatiques viennent se marier à Saint-Amour exclusivement pour avoir le sceau de la mairie sur leur... Asiatiques, mais pas que. Il y a aussi des Lyonnais. Et puis beaucoup de gens viennent pour renouveler leur lien de mariage. Donc ils sont déjà mariés et ils reviennent renouveler leurs vœux. Et c'est une très belle chose. Juste une question par rapport au Beaujolais nouveau, puisque vous en avez parlé. Est-ce que l'image du Beaujolais nouveau, je vais dire ça comme ça, vous me corrigerez, est-elle toujours péjorative pour l'ensemble des vins du Beaujolais? Ou le Beaujolais nouveau a-t-il fait des progrès et a-t-on réussi à... Je pense que la réponse est un peu dans votre question. Le Beaujolais nouveau, alors beaucoup de gens le pensent, y compris au sein même de notre vignoble, a un peu mis sur le recul les autres appellations, ce qu'on appelle nos vins de garde.
Or, le Beaujolais nouveau, et on le dit encore aujourd'hui, et ça a été une vraie chance pour ce vignoble. Et pourquoi ? Le vignoble du Beaujolais, c'est l'un des plus petits vignobles au monde. On représente environ 0,5% des surfaces plantées de vin dans le monde. Et pourtant, nous sommes l'une des 3 premières appellations qui viennent immédiatement à l'esprit des consommateurs de vin en France et dans le monde. Donc, avoir réussi ce tour de force, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de vignobles qui mettraient des montants très importants pour avoir cette notoriété. Alors, notoriété ne veut pas nécessairement dire image de marque qui va de pair, et c'était un peu le sens de votre question. Alors là, on a quand même beaucoup inversé les choses depuis ces 10 dernières années. Et juste en 2 mots, c'est vrai qu'on nous a reproché dans le passé de mettre beaucoup trop l'accent sur le Beaujolais nouveau. Depuis 5 à 10 ans, on donne au Beaujolais nouveau sa part, c'est-à-dire on en parle uniquement au mois de novembre. Et puis après, le reste de l'année, nous n'en parlons plus. Et on met des budgets très importants justement pour faire la promotion de ces vins de garde, puisqu'on souhaiterait justement que le Beaujolais ne soit pas connu que par les Beaujolais nouveaux. Avant de laisser la parole à notre restaurateur, j'ai envie de donner la parole à Anthony Collet. Donc vous qui êtes directeur marketing de l'Inter Beaujolais, c'est votre rôle de faire parler de ces crus, d'utiliser le budget à bon escient. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, on essaye de s'adapter à nos différents marchés, ça c'est primordial. Le marché français n'est pas le marché japonais, qui n'est pas le marché américain ou le marché chinois. Donc on sait quelle est notre problématique en France. On a ces problèmes d'image, donc toutes les relations presse, relations publiques vont être très importantes. On sait également qu'on pêche énormément en grande distribution. La part de nos ventes dans ce circuit de distribution est très faible, puisque hors primeur, elle représente 14%. Et quand on sait que 80% des vins sont vendus au travers de ce circuit, on se doit de mettre en place des actions importantes pour faire progresser nos ventes. Le CHR est notre premier débouché à l'heure actuelle, j'y viendrai par la suite. Vous allez sûrement me demander quelques chiffres, donc j'en parlerai un peu plus tard. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle sur la France, le travail d'image que nous faisons commence à porter ses fruits et il est très important. Et ensuite tout le travail de lobbying et le travail de mise en avant auprès de la distribution est primordial. En ce qui concerne l'export, là aussi, comme je vous le disais, on s'adapte. Le marché japonais reste un marché de Beaujolais nouveau. Donc l'intégralité ou une grande partie de nos investissements vont concerner cette catégorie de vins. Aux États-Unis, c'est un marché principalement de Beaujolais Village. Donc nous allons mettre en place d'autres actions, plus axées formation des professionnels ou foire consommateurs. En ce qui concerne la Chine, c'est un marché émergent, au même titre que le Brésil, où nous intervenons également. Et là, nous allons vraiment former les futurs prescripteurs, comme les sommeliers, ou bien des importateurs, des acheteurs de grande distribution, etc. Vous motivez ma question par rapport aux chiffres. Quel est le pourcentage de l'export par rapport à la production de Beaujolais aujourd'hui ? Alors l'export est très important pour nous puisqu'il représente grosso modo 40% de nos volumes commercialisés. Et c'est je dirais, un débouché très important, un relais de croissance à un marché français malheureusement qui est un peu en stagnation à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qui fait que la grande distribution n'est pas séduite par les vins de Beaujolais ? Pourquoi est-ce qu'on voit plus de Bourgogne et de Bordeaux dans les rayons que de Beaujolais ? Alors c'est pas qu'elle n'est pas séduite, ça je peux vous le dire puisque je rencontre les acheteurs très souvent. C'est juste que historiquement, le Beaujolais a toujours vendu son vin en CHR et chez les cavistes. D'accord. Vous allez à Paris, Brouilly ou Morgon sont des marques très très répandues. À Lyon, on a une autre problématique. On s'est fait un peu piquer la place par les Côtes-du-Rhône il y a quelques années et on revient petit à petit. Mais historiquement, nous vendons la majeure partie de nos vins au travers du circuit CHR. Donc le challenge pour nous, dans les années qui viennent, est de vraiment faire progresser cette part de marché en GMS. La balle vient de passer dans votre camp, Pierre Fayard, puisque vous qui êtes gérant de restaurant à Lyon de surcroît, on vient de parler des Côtes-du-Rhône. Vous, visiblement, vous êtes très séduit et prêt à avoir une grande carte des vins dédiés au Beaujolais et à les vendre auprès de vos consommateurs. Effectivement. En termes de grosseur de carte, justement, je recomptais un petit peu là pendant qu'on parlait. J'ai 70 bouteilles référencées à la carte du restaurant et une trentaine, donc rouge et blanc confondus, et une trentaine qui sont uniquement du Beaujolais. Après, j'ai aussi énormément de Côtes-du-Rhône. 30 sur 70, bon, forcément, c'est un rapport assez énorme, et c'est un rapport qui a sa place dans le sens où on va avoir une demande. Et au-delà d'avoir une demande aussi, parce que je pense qu'on a
tous notre petite pierre à apporter à l'édifice. J'ai aussi la volonté de les mettre en avant, parce que bien entendu j'y crois. Je pense que je ne serai pas là pour... Je pense que vous les aimez, ces vins, Bien avant entendu, toute chose, bien entendu. avant d'y croire. On peut partir sur bon nombre de choses qui ont déjà été abordées. Effectivement, il y a une complexité de terroir, il y a une complexité d'énormément de choses, même si c'est juste un seul cépage. Pour le rouge, j'entends, et pour les blancs aussi. Après, on arrive à avoir des Beaujolais qui vont être excessivement goulayants, des vins de soif, des vins de convivialité très agréables. Et on peut avoir une matière derrière. Après, on peut avoir une profondeur à l'intérieur qui est assez magnifique, que j'estime être assez magnifique. Je suis allé jusqu'à potentiellement bluffer certaines personnes qui ne juraient justement que par ces fameux vins qui sont bons aussi. Je critique pas, mais on a besoin de ces comment dire. Je pense qu'on a besoin de goulayance parfois, vraiment. On a besoin de fruits, on a besoin de fraîcheur, on a besoin de légèreté, chose que le Beaujolais pourra nous apporter. Mais on a aussi parfois envie de complexité. Et si je peux vous amener sur le domaine, on va dire, de l'accord avec les plats que vous allez pouvoir servir, je vais peut-être m'avancer, mais j'imagine que le Beaujolais va vous permettre de couvrir toute la palette de plats de votre carte avec sa diversité. Évidemment, ouais, tout à fait. Je peux être que d'accord avec vous sur ça. Tant encore une fois, c'est juste une question, ça va revenir avec ce qu'on disait avant. On peut avoir des vins très légers, des vins très vifs aussi parfois, mais on peut tout autant avoir des vins très complexes, avec beaucoup plus de matière, et donc s'adapter sur les traditionnelles l'andouillette avec un verre de Beaujolais, qui est un classique lyonnais, qui est un classique depuis un petit bout de temps, mais aussi même sur des viandes type gibier, on peut largement envisager de sortir comme ça, le premier qui me viendrait par la tête, un morgon assez rond, assez costaud, qui saura ne pas pâlir face à une viande assez... Jean Bourjade, est-ce que ça vous met l'eau à la bouche, Absolument. le gibier avec le morgon? Absolument, Michel. J'allais réagir à ce que disait Pierre, parce que très souvent, et j'écoutais votre question avec intérêt, on associe les vins du Beaujolais toujours avec des vins légers, fruités, vifs, etc. Ce qui est vrai, ou vin de soif, vin de plaisir, vin de copain, mais pas que. Et c'est très important d'expliquer que nos vins, dans les crus, mais même parfois en Beaujolais Village, ont beaucoup de force. On prend certains millésimes comme des millésimes 2003 ou 2005, où en dégustation aveugle, on pourrait même les confondre à certaines appellations prestigieuses des Côtes-du-Rhône. Alors quand je dis ça, ça surprend, mais c'est vrai, on peut bluffer des dégustateurs. Très souvent, on confond des Beaujolais, alors plutôt des crus, dès lors qu'ils ont entre 3 et 5 ans d'âge. Il y a un adjectif, on dit qu'ils pinotent, donc ils prennent les attributs du pinot. Il faut savoir que le Gamay est un cousin germain du pinot, c'est une mutation naturelle entre le pinot de Bourgogne et un cépage qui n'existe plus qui s'appelle le Gouais blanc. Et très souvent, vous avez des crus du Beaujolais à 3 ou 5 ans d'âge, dégustation aveugle, on peut les confondre avec des grands Bourgognes. Parce que si je puis dire ça comme ça, vous avez eu un avantage quelque part climatique. Si le temps a mis à mal certaines régions viticoles, le Beaujolais a pu ces dernières années offrir de très jolis millésimes. On a eu de la chance d'avoir d'excellents millésimes sur quasiment les 5 dernières années, mais des millésimes formidables. Alors le 2009 qui est un millésime d'anthologie, tous les spécialistes vins, les grands, vous posez la question à tous les spécialistes de France, de Navarre et du monde entier. 2009, comme on dit, en mémoire de vigneron, c'est certainement peut-être le meilleur millésime en Beaujolais des 100 dernières années. Et il nous a réouvert les portes dans de nombreux établissements pour lesquels qui avaient cette vision un petit peu du Beaujolais, des 20 ou 30 glorieuses du Beaujolais nouveau, qui sont derrière nous, et qui nous a donné une vraie opportunité de démontrer que ce sont des vins qui ont beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de facettes qu'on ne peut le penser. Pierre Fayard, vous dites un mot sur ces derniers millésimes aussi. Vous les avez sentis, on va dire... Effectivement. Alors, je pense que les millésimes et tout ce qui va être climat est excessivement intéressant. Je pense qu'on peut, entre guillemets, je pourrais en placer une aussi pour tous les vignerons qui, j'ai l'impression qu'ils prennent de plus en plus à cœur ce terroir et cette manière de faire les choses, et la manière de faire les choses en général. Et on commence à avoir un renouveau aussi sur comment faire le vin, comment le faire bien, comment essayer de séduire sans vendre son âme pour autant. Et je trouve que oui, il y a une évolution, des mentalités en amont. Et ça a été aussi important, je pense.
Anthony Collet, directeur marketing de l'Inter-Beaujolais, quelle est votre relation avec les vignerons? C'est peut-être plus Jean Bourjade. Est-ce que vous les voyez, ces vignerons? Est-ce que vous les rencontrez? Est-ce que vous les sollicitez pour des opérations extérieures qui visent à promouvoir à la fois leur vin et leur terroir? Alors, on les rencontre très souvent, on les sollicite très souvent. On participe à de nombreux salons dans le monde entier. On est sur le Syrah et on a un certain nombre de vignerons qui sont présents ici. Donc oui, ils sont avec nous. On organise de nombreux voyages de presse chez eux, avec eux. Donc on les sollicite pour ça, pour que les journalistes puissent déguster les vins de leur domaine. On a développé considérablement le no-tourisme également en Beaujolais. Donc nous recevons beaucoup de tour opérateurs, beaucoup de journalistes touristiques qui vont directement chez ces vignerons. Et puis il ne faut pas oublier que c'est la force vive de notre vignoble, et que sans les vignerons, il n'y a pas de vigne et il n'y a pas de vin. Donc c'est très important d'utiliser ces hommes qui sont à la base de tout et nous permettent de vendre ce si beau produit aux consommateurs de par le monde. Est-ce qu'en conséquence de cet œnotourisme florissant, le vin se vend aussi peut-être de plus en plus à la cave, directement aux producteurs? Oui, tout à fait. La vente directe, d'ailleurs, à l'heure actuelle, représente entre 20 et 25%, ce qui est assez élevé quand même. Et on note depuis ces dernières années une augmentation des ventes de vins du Beaujolais au caveau, directement au caveau. Et puisqu'on est sur les chiffres, quel est le nombre de cols produits chaque année dans le Beaujolais? Alors dans le Beaujolais, on produit environ en moyenne 800 000 hectolitres de vin par an, ce qui doit faire aux alentours des 110 millions de bouteilles qui sont vendues dans le monde entier. Là-dessus, 30% concernent les vins primeurs et donc les 70% restants sont des vins de garde. Ce qui m'amène à dire que le Beaujolais n'est pas que le Beaujolais nouveau, il ne représente que 30% de la production. Le restant de l'année, on boit les 70% restants, à savoir les Beaujolais Villages et les 10 crus. Pierre Fayard, est-ce que en tant que restaurateur, vous allez organiser pour le 3e jeudi de novembre cette fameuse soirée du Beaujolais? Est-ce que vos clients ils sont sensibles? Est-ce qu'ils l'attendent? Ou est-ce que vous passez complètement à côté parce que justement vous êtes un amoureux de cru et que le Beaujolais nouveau ne vous intéresse pas? C'est une question que je me pose et j'arrive jamais à avoir une vraie réponse, ce qui fait que, hélas, je ne vais pas à 100% dans un camp comme dans un autre. C'est très pénible pour moi en tout cas, un petit peu moins pour mes clients parce que je leur explique. J'ai toujours un petit peu de Beaujolais nouveau où je vais essayer de m'approvisionner chez des personnes en qui je crois. Mais je ne vais pas énormément communiquer là-dessus. Parce que justement, je pense qu'en termes de communication, ça nuit pendant un sacré bout de temps, effectivement. Et je le vois, bon, bêtement, on a des t-shirts I Love Beaujolais dans le restaurant. Et il y en a plein qui nous disent « Ah non, c'est pas possible, c'est complètement mauvais, vous n'avez pas le droit de dire ça. » On dit « Mais vous parlez du Beaujolais nouveau ?»« Ah oui, c'est vrai, pardon. » Et c'est assez marrant, comme voilà, on est encore à ce lien qui se fait automatiquement entre le Beaujolais et le Beaujolais nouveau. D'où le fait que je ne tiens pas trop à en rajouter au resto et à revendre trop de Beaujolais nouveau. Ça vous fait sourire le t-shirt I Love Beaujolais? Ouais, j'ai beaucoup de succès avec les filles quand je le très porte. bien. Et c'est un peu le côté... je reviens des États-Unis. J'étais à Boston dans le cadre d'un salon dans lequel l'interprofession était présente. Et c'est un salon qui s'adresse, alors dans les termes marketing, on dit les millennials, donc les 20, 25, 35 ans, qui sont... Alors on trouve chez ces jeunes Américains des gens qui sont des néophytes complets et d'autres qui connaissent très bien le vin. Et ils n'ont pas ce côté français de vouloir toujours intellectualiser le vin, d'avoir des connaissances. Et en France, là, quand j'invite des gens chez moi qui me disent « Ah oui, mais toi, tu travailles dans le monde du vin », ils n'osent rien dire. Et en fait, ils me disent « C'est quoi la définition d'un bon vin ou d'un grand vin ?» Et la réponse, elle est simple. C'est un vin, s'il vous plaît, quand vous avez envie d'en reprendre un deuxième verre, eh bien, pour vous, c'est un bon vin. Pour vous, c'est un grand vin. Il est inutile de mettre 200 € dans une bouteille, etc. Il n'y a pas de réponse, si vous voulez, unique. Le vin doit rester un produit de plaisir. Et pour reprendre ce que disait Anthony à l'instant sur une question que vous lui aviez posée, les vignerons, j'ai une phrase qui m'est venue à l'esprit comme ça, soudainement, c'est l'âme du terroir.
Parce que le terroir seul ne peut pas s'exprimer sans la patte et sans le savoir-faire du vigneron. Et simplement, on vient de terminer en Beaujolais sur la partie des 10 crus une étude de caractérisation des terroirs qui a mis plus de 5 ans. On a investi plus de 600 000 euros uniquement pour faire ça. C'est l'étude sur l'ensemble d'un vignoble qui est la plus complète à notre connaissance qui a été faite en France. Et pourquoi nous avons fait ça ? Parce que justement, pour sortir un peu de ce Beaujolais égale Beaujolais nouveau égale tout ce que les gens peuvent en déduire, on veut démontrer que nous sommes un grand vignoble avec un grand terroir. Et l'objectif, c'est à terme, c'est dans les 5 ou 10 ans, d'avoir des premiers crus. Et je vous le dis, et vous me le rappellerez quand on se reverra dans 5 ou 10 ans, je pense que le Beaujolais nouveau ne sera plus un problème. Dès lors qu'on aura des premiers crus en Beaujolais, eh bien, comme dans d'autres régions françaises, quand on parle des grands Bourgognes, des grands Bordeaux, on oublie qu'il y a des petits Bourgognes pas chers, il y a des petits Bordeaux qui sont à leur prix, à leur qualité. Et tout ça est accepté par les consommateurs. Et nous, dans le Beaujolais, nous demandons aux consommateurs d'accepter aussi les différentes expressions de nos vins. Vous parliez de plaisir, ce qui est effectivement, je pense, primordial quand on boit du vin. Et on parle du plaisir donné aux consommateurs, mais les vignerons du Beaujolais font-ils des vins qui leur plaisent ? Parce que, je vais vous préciser le fond de ma pensée, beaucoup de vignerons ont souvent fait du vin pour les vendre, en essayant d'adopter un profil qui plaise aux consommateurs. Mais la solution n'est-elle pas de faire un vin qui plaît d'abord à l'homme ou à la femme qui va le faire, pour qu'il plaise ensuite aux consommateurs ? Je fais le début. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la formulation de votre question. Je vais vous dire pourquoi. Contrairement à ce que certains, ou en tout cas la question telle que vous l'avez posée, les vignerons du Beaujolais n'ont pas fait ce qu'on appelle des vins de demande. Ils ont fait des vins qu'ils aiment faire parce que c'est ça la limite de l'AOC. L'appellation d'origine contrôlée, ce ne sont pas des vins qui sont des vins de la demande, ce sont des vins de l'offre. Ils doivent normalement être l'expression même du terroir et, comme je l'expliquais, de la patte du vigneron. Donc on n'est pas dans des vins de marketing. Alors vous posez la question comme ça et je ne vous en veux pas du tout parce que forcément, là encore, il y a une association au Beaujolais nouveau où on a dit c'est la plus grande opération marketing de tous les temps. J'ai vu Jacques Ségala il y a quelques années qui m'avait dit « Ouais, Jean, bravo le Beaujolais, hein, vous m'avez quasiment appris le marketing. » Je lui ai dit « Jacques, on n'a rien appris au niveau marketing à personne. C'est une chance. Le marketing est venu beaucoup plus tard. Beaujolais nouveau, c'est l'avantage, je le rappelle, c'est qu'un cépage qui s'appelle le Gamay, qui est un cépage qui permet de produire des vins qui sont bons, bu jeunes, mais bons aussi avec beaucoup, qui peuvent vieillir 10, 15, 20 ans et plus, mais qui peuvent être bu jeunes. Et ce sont des vins dont les vignerons du Beaujolais, à l'époque, eh bien, ils prenaient leurs charrues, leurs bœufs, ça allait sur des bateaux, sur des barges, ça allait à Lyon d'un côté, ils montaient à Paris de l'autre, et c'était les premiers vins de l'année qui étaient dégustés. Et je rappelle à tout le monde qu'à l'époque, on n'avait pas les modes de conservation que nous avons aujourd'hui. Un vin, ça devenait de la piquette au bout de quelques mois, il piquait parce qu'on n'avait pas la possibilité, personne, de conserver les vins longtemps. Donc c'était à l'époque un vrai avantage de pouvoir produire des vins jeunes. Après, c'est dans les années 70, alors on a parlé de Georges Duboeuf, etc., qui ensuite a permis cet essor important qu'on a connu, mais au départ, ça n'a jamais été du marketing. Est-ce que D'ailleurs, si je peux juste préciser quelque chose, la première campagne de communication interprofessionnelle qui a été faite, elle a été en 2005. Ouais. Et le Beaujolais nouveau existe depuis les années 40-50. Oui. Non, mais de toute façon, effectivement, Jean Bourjade a répondu à cette question du marketing. Le Beaujolais nouveau existait bien avant que le mot marketing ne vienne sur le marché. Mais ce Beaujolais nouveau est-il aussi peut-être dû à un mode de vinification particulier dans le Beaujolais ? Bien sûr, on part de la vinification beaujolaise en grappe entière. Donc, la fermentation a lieu à l'intérieur des baies. On dit une fermentation intracellulaire. Et c'est ce qui donne ce côté très fruité que les consommateurs retrouvent. Mais vous me donnez l'occasion de dire que ce n'est pas la seule méthode de vinification. On a ce qu'on appelle aussi la vinification type bourguignonne, dans laquelle on va érafler les raisins. Et justement, le fait d'utiliser plusieurs méthodes, à la fois typiquement beaujolaises et d'autre part typiquement bourguignonne, parfois même un assemblage des deux, c'est-à-dire qu'un vigneron
pour certaines de ces parcelles, va vinifier en méthode beaujolaise, dans d'autres cas, méthode bourguignonne, et parfois va assembler ces vins avec un peu un mélange des deux et qui va donner justement des vins qui vont avoir à la fois un côté fruité, un peu goulayant, facile d'accès, et en même temps une certaine complexité, une certaine structure. Pierre Fayard, je vous passe la parole parce que tout à l'heure vous vouliez compléter la réponse, on parlait de plaisir. Effectivement, on va revenir un tout petit peu en arrière sur ce que vous disiez. Est-ce que les vignerons ne sont pas adaptés à un marché et indirectement auraient vendu leur âme? Donc très certainement, peut-être, certains. Mais je pense que c'est le principe de l'art en général. C'est le principe que ce soit, et ça peut aller de la cuisine à la musique et de vigneron, c'est à peu près pareil à mon avis. Si on y croit, si on a envie, je pense qu'on peut faire des choses assez jolies, quoi. Et c'est vraiment là, pour moi, la métaphore n'est pas galvaudée. Ouais, il y a une notion d'art, il y a une notion un petit peu de magie à l'intérieur d'une bouteille, je pense, si on veut aller jusqu'au bout. Et je pense à 2-3 vignerons en particulier qui y croient et qui y croient vraiment, quoi. Et c'est assez chouette, au même titre qu'un restaurateur et qu'un cuisinier peut y croire vraiment et qu'un serveur en salle peut avoir envie de. Et quand on est restaurateur à Lyon, le Beaujolais se vend-il facilement ou faut-il le vendre et le vend-on avec plaisir? Oui, j'imagine, puisque... Alors, effectivement, je le vends avec beaucoup de plaisir. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, c'est encore beaucoup plus facile de vendre du Côtes-du-Rhône. Ouais. On a toujours, encore une fois, cette fameuse image du ah bah non, moi je veux pas d'un vin léger, je veux pas d'un vin facile, je veux pas d'un... Eh ben attends mon grand, je vais te faire goûter si tu veux, après on verra. Et c'est assez rigolo là, cet exemple du je vous fais goûter, on voit après. Ça marche bien souvent. Puis ça marche avec un petit regard de surprise qui est super intéressant et super agréable pour moi. Est-ce que le bon rapport qualité-prix du Beaujolais est un atout de vente par rapport aux Côtes-du-Rhône par exemple, qui ont quand même effectivement des tarifs... C'est un bon... ça peut être très très intéressant. Il y a des personnes qui ne comprendront pas. Et après, c'est que aussi une question peut-être d'éducation, de palais et tout. Enfin, je sais pas, mais des personnes qui ne comprendront pas qu'un Beaujolais soit plus cher sur une carte qu'il ne l'est déjà, parce qu'effectivement, un Beaujolais n'a pas encore le droit de. Et je pense que c'est un peu faux. Mais pour le moment, effectivement, on a des très très bons rapports qualité-prix qui sont agréables. Nicolas Collet, c'est un atout pour vous aussi, le bon rapport qualité-prix quand on veut se proposer à l'export ou aller séduire un nouveau client, de lui dire que le vin qu'on va pouvoir proposer, notamment en rayon, va être, on va dire, vendu à bon prix? Alors oui, c'est un atout indéniable pour gagner des parts de marché, ça c'est évident. Surtout quand on voit l'augmentation de cours qu'il y a eu dans des régions comme la Bourgogne ou comme Bordeaux. Les Bourgognes sont quasiment inabordables à l'heure actuelle, même en France. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo de voir, c'est les résultats des foires au vin au mois de septembre en France. Le Beaujolais a piqué des parts de marché aux Bourgognes, notamment les crus, parce que le rapport qualité-prix est excellent. Et on a, d'après les acheteurs, des taux d'écoulement qui sont bien supérieurs aux autres catégories de vin en France. Donc oui, ce rapport qualité-prix, il est très intéressant. J'aimerais personnellement, à l'heure actuelle, qu'on arrive à faire néanmoins grimper un petit peu le prix de vente consommateur sur nos différents marchés. Ça commence à s'opérer tout doucement. Si je prends le cas des États-Unis, pour nos Beaujolais Village, on passe la barre tout doucement des $10, alors qu'on était aux alentours des 8-9 avant. Donc ça, c'est un premier pas. Mais j'espère que dans l'avenir, on va arriver à grimper au même titre que les autres appellations françaises. Alors, vous avez peut-être en partie répondu à la question que je voulais vous poser, et elle s'adresse à vous, Anthony Collet, et aussi à Jean Bourjade, mais le Beaujolais aujourd'hui est-il vendu à son juste prix? Alors clairement, pour moi, la réponse est non. Le vignoble du Beaujolais produit de grands vins, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs dizaines d'années, certains crus du Beaujolais étaient vendus au prix de grands crus bourguignons, qui eux ont continué de grimper, et nous, on a baissé. À cause du Beaujolais nouveau, je pense, et d'autres facteurs économiques. Donc il est temps que nos crus, nos Beaujolais Village et nos Beaujolais montent en gamme, je dirais, et un prix de vente consommateur qui grimpe un petit peu également. Et à ce niveau-là, parce que c'est important aussi, on parlait des vignerons tout à l'heure, mais quelle est leur santé financière? Est-ce qu'ils se portent bien? Ce sont des gens qui vivent, on va dire, au plus correctement possible de leur travail? Non, c'est un vrai challenge de notre vignoble qui n'est pas encore pérenne. Il faut rappeler que le Beaujolais, c'est un vignoble dont une grande partie est classée en vignoble de montagne. Alors les gens pensent toujours qu'un vignoble de montagne, c'est un vignoble qui est nécessairement à des altitudes élevées. En fait, ça peut être l'altitude et aussi ce qu'on appelle les critères de pente. On a des pourcentages de pente très élevés. C'est un vignoble, c'est le seul vignoble en France avec la Champagne dans lequel vous avez des vendanges manuelles généralisées. Bref, c'est un vignoble qui a un prix de revient à l'hectare qui est très élevé.
On mise beaucoup sur l'œnotourisme. On a l'une des plus belles régions viticoles au monde. Alors, ça nous fait plaisir de le répéter, mais on a des journalistes du monde entier qui viennent dans notre vignoble, qui connaissent tous les vignobles et qui nous le disent régulièrement, souvent comparé un peu à la Toscane, et on prend ça bien sûr comme un compliment. Par contre, pour préserver ces paysages de collines, il faut absolument, comme disait Anthony Collet, qu'on aide les vignerons à valoriser un peu mieux leur vin. On n'est pas du tout dans une démarche d'avoir des vins à des prix qui semblent un peu déraisonnables aujourd'hui, mais si le prix moyen de nos vins pouvait augmenter un peu plus, certainement ça permettrait à l'ensemble des vignerons de pouvoir envisager l'avenir. Et malheureusement, on arrache encore des hectares dans notre vignoble, et le rôle de l'interprofession justement est par ses actions, c'est de démontrer que le Beaujolais, eh bien, ce sont des vins de qualité, c'est une région magnifique et dont la valorisation mérite d'être revue à la hausse. Pierre Fayard, vous qui êtes gérant du restaurant Vieille Canaille à Lyon, vers quelles appellations les clients se tournent-ils le plus facilement possible? On citait le Morgon tout à l'heure. Est-ce que Effectivement, Morgon, Fleury, Saint-Amour. Dans les trois premiers là, qui me viennent en tête. Et après les autres aussi, quoi. Et c'est marrant, pareil pour l'AOC Beaujolais. Il faut encore expliquer un petit peu, il faut encore parler, faut encore. Par contre sur les crus, ouais, Morgon, Fleury marche bien. Alors du coup, je vais vous passer la parole, peut-être en partie pour pré-conclure ce débat, puisqu'il va falloir terminer. Quelles pourraient être les solutions marketing et le travail que vous pourriez mettre en place maintenant pour essayer de développer les autres crus qui sont moins connus, les Julienas, les Chénas, les Fleury? Alors les activités presse, comme je disais tout à l'heure, sont très importantes pour faire parler de ces appellations. Et puis ce qui marche le mieux pour promouvoir le vin, c'est la dégustation. Donc on fait de plus en plus d'événements consommateurs, on va au-delà du plus grand public pour leur faire découvrir nos appellations. Alors pas uniquement les crus, les Beaujolais Village, les blancs, les rosés, puisque ce sont des vins qui sont peut-être moins connus ou un peu dénigrés à l'heure actuelle. Et nous on est là pour pousser tout le monde. Donc la dégustation, c'est vraiment le moyen, le meilleur moyen pour promouvoir nos appellations à l'heure actuelle. Alors cependant, il y a quelque chose de paradoxal dans ce que vous venez de dire, Anthony Collet. Vous parlez de dégustation, mais nous n'avons rien à boire. Comment cela se fait-il? C'est vrai, c'est une erreur de notre part. Mais je vous invite à venir sur notre espace Place des Vins pour venir découvrir ces vins. Jean Bourjade, j'ai envie de vous laisser la parole pour conclure sur ces vins du Beaujolais. Merci. Nous sommes au CIRA, donc plus gros salon de la gastronomie au monde. On parlait aussi de quelle est la place du Beaujolais dans la restauration. Donc juste vous donner 2 ou 3 chiffres un peu pour positionner nos vins en restauration. Donc en France, bien sûr, nous sommes présents dans 55% des établissements. En moyenne, ces établissements qui ont des Beaujolais ont 3,5 références de Beaujolais à leur carte. Pour donner un comparatif, Bordeaux est à plus de 8. Alors bien sûr, le vignoble est beaucoup plus important. Et on parle aussi de la rotation. Donc en moyenne, dans ces 55% d'établissements qui ont des vins du Beaujolais, en général, il y a un taux de rotation de 4,4 bouteilles par semaine. Alors pour donner un autre chiffre, la vallée du Rhône est à 6. Donc l'objectif très clair que nous avons, et notamment dans le cadre du CIRA et du CHR de la restauration en particulier, c'est de promouvoir nos vins pour qu'on redevienne beaucoup plus présent. Et justement, les opportunités qui ont été créées par les augmentations tarifaires d'autres régions françaises nous donnent une fenêtre de tir, comme on dit dans notre jargon, pour être de nouveau beaucoup plus présent en restauration, et pas que pendant la période des primeurs, mais toute l'année. Où peut-on vous trouver sur le CIRA? Alors sur le CIRA, nous sommes dans le salon qui s'appelle Place des Vins, où vous allez nous retrouver. On a beaucoup de vignerons qui sont présents et nous sommes dans le hall 6. Eh bien, le rendez-vous est pris si l'on veut découvrir, si on ne les connaît pas, ces crus et ces vins du Beaujolais. Merci messieurs, merci Jean Bourjade. Je rappelle que vous êtes le délégué général d'Inter Beaujolais. Anthony Collet, vous êtes le directeur marketing d'Inter Beaujolais. Merci d'être venu ici pour parler de ces vins. Pierre Fayard, gérant du restaurant Vieille Canaille à Lyon. J'espère que votre carte restera encore très longtemps garnie de beaucoup de vins de Beaujolais. Je le souhaite aussi, bien sûr.
Dans un instant, on va continuer avec une nouvelle conférence, un nouveau débat, une nouvelle question qui va certainement vous intéresser. Avec GECO, nous allons parler du guide des bonnes pratiques pour gérer, quand on est restaurateur, ces biodéchets en conformité avec la réglementation sanitaire. Je pense qu'il y aura encore beaucoup à apprendre et beaucoup à dire sur ce sujet.